on est là, je trouve, en situation d'inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les personnes qui sont en situation illégale qui pénalisent la vie des usagers et la vie des touristes, même plus globalement, dans notre réseau des TER. Donc là-dessus, c'est une situation qui est anormale, mais c'est une situation, comme vous l'avez rappelé, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a plusieurs années, et qui en fait est la résultante d'une situation dans laquelle le pays, dans sa globalité, et Calais en est l'exemple probant, n'est plus en capacité d'accueillir autant de personnes en situation irrégulière. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est qu'il y a 300 000 personnes qui rentrent de manière clandestine en Europe par an. On devrait avoir à peu près, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 500 000 clandestins en France en termes de stock. Et vous avez les fameux déboutés du droit d'asile qui sont 90 000, 95 000, qui ne sont pas non plus expulsés. Là-dessus, du coup, se trouve le pays est en situation est incapable de pouvoir accueillir toutes ces personnes-là dans des bonnes conditions, et ça pose de vrais problèmes en matière de sécurité dans les transports en commun, vis-à-vis des TER, etc. Et donc, ça pénalise la vie des usagers. Michel ? Alors, c'est tout le problème d'un effet d'annonce. Lorsque vous faites une annonce politique forte en réponse à une violence politique qui a été forte de la part des soulèvements de la Terre, parce qu'il faut quand même rappeler ce que disaient les leaders de ce mouvement. L'objectif des soulèvements de la Terre, c'est d'attaquer, d'occuper des installations privées, voire publiques, à caractère écocidaire. Donc c'est eux-mêmes qui se définissent comme ça. Lorsque vous avez une volonté politique de la part de Gérald Darmanin de lutter à moyens équivalents, ou du moins à fort moyen, face à ce type d'association, vous êtes obligé d'être dans la surenchère, entre guillemets, en termes d'annonce politique. Et face à cette surenchère, moi, je pense que justement, c'est l'ensemble des parties prenantes qui sont perdants, parce que est-ce que le gouvernement et est-ce que Gérald Darmanin, je suis un peu d'accord avec ce que dit Michel Taube, est un peu esseulé dans ce combat dans la Macronie, est-ce que le gouvernement fait la promotion de son bilan en matière d'écologie, arrive à pouvoir défendre ses propositions sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur les industries vertes, etc. Non. Et est-ce que dans le même temps, les soulèvements de la Terre et les autres militants écologiques et toute la gauche dans sa globalité qui cautionne, on va dire, les agissements les plus violents au nom de l'écologie, est gagnante dans la mesure où est-ce qu'elle fait avancer le combat écologique? On n'est pas sûr, puisque de toute façon, les Français ont toujours l'impression que c'est plutôt une écologie punitive, alors que ce n'est pas une écologie de progrès. Alors moi, il y a une chose, un dernier mot là-dessus. Oui, de toute façon, toute la gauche a tout le temps soutenu les minorités agissantes les plus violentes de son camp depuis toujours. Lorsque le général de Gaulle avait dissous déjà une petite dizaine d'associations communistes, à l'époque, c'était le président qu'on avait fait le plus de la Ve République, avant Emmanuel Macron, la gauche était déjà tombée, toute la gauche l'incriminait déjà. Le point que je vois aussi, c'est qu'en fait, quand on regarde les présidents qui ont le plus dissous des associations, après Emmanuel Macron et après le général de Gaulle, on s'aperçoit en fait que c'est François Mitterrand et François Hollande qui ont le plus dissous des associations. Des présidents de gauche. Voilà. Merci Mathieu pour... Complètement. Et il faut bien se dire, il y a un cambriolage toutes les 2 minutes en France. C'est absolument insupportable. C'est un chiffre qui est en augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Et ça l'est d'autant plus lorsque il s'agit de lieux de vacances, notamment les campings, qui sont quand même, il faut le rappeler, les campings plutôt un lieu de vacances initialement plutôt, on va dire, peu cher et assez low cost dans les années 70, et dont les prix, et ça avait été démontré par Jérôme Fourquet, ont explosé sur les 50 dernières années. C'est ce qu'il appelle la démoyennisation par le haut, c'est-à-dire qu'en fait, on a des prix, des services low cost qui deviennent de plus en plus chers. Et donc là, vous voyez une atteinte faite au simple fait de pouvoir vivre de ces vacances-là par la hausse des cambriolages qui est tout simplement insupportable. Michel ? On est dans ce fait, les vacances, la santé, le sport, c'est un ensemble de dépenses dont les Français estiment qu'elles sont très importantes pour leur quotidien et pour leur niveau de vie. Et de fait, elles n'ont pas vocation à diminuer. Là, ce que l'on voit, ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est à l'échelle macroéconomique, c'est cette baisse des dépenses des vacanciers va entraîner un recul de la consommation d'ici la rentrée et donc, de fait, va moins alimenter la production, la production intérieure du pays et donc, que ce soit en termes de production de biens et de services, et cela sur l'ensemble des sujets agricoles, alimentaires, en termes de services sur les sujets touristiques. Et donc, de fait, ça va alimenter ça ne relancera pas la croissance économique. Et donc, on peut arriver à un phénomène de stagflation. Michel ? S'il le faut, oui.
Après, moi, je pense que de toute façon, tout dépend de la nature que l'on accorde au Covid. Est-ce que c'est un virus endémique qui a vocation à revenir tous les ans, un peu comme la grippe? Et dans ces cas-là, on fait une politique de santé publique et une politique de rappel vaccinal à destination des personnes les plus fragiles. C'est ce que, pour l'instant, les épidémiologistes proposent plutôt. Ou est-ce que c'est un virus qui est encore aussi beaucoup plus important qu'un virus endémique et pour lequel il faut du coup faire une vraie politique publique une vraie politique de santé publique et donc avec la politique de tracking, de traçage, etc. Mais pour l'instant, les professionnels de la santé nous expliquent que c'est plutôt un virus endémique qui a vocation à évoluer comme la grippe. Alors, la principale crainte, et c'est entre autres pour ça qu'elle a souhaité parler, c'est qu'on oublie son fils. Complètement, parce qu'une personne meurt une deuxième fois lorsqu'elle est oubliée. On meurt une première fois par un coup de poignard, par une balle, par la maladie, puis ensuite on peut mourir une deuxième fois si on est oublié. Effectivement, on était présent hier lors du témoignage très touchant de cette maman. Moi, je vois deux choses en vrai par rapport à ce qu'elle nous dit. C'est d'une part la peine d'une maman qui vit une vie paisible, honnête, tranquille, avec un enfant qui représente une certaine aussi idée de la France, qui était apprenti maçonnier, etc., qui a une vie sans problème et qui bascule du jour au lendemain brutalement sur le coup d'un sort. Et le deuxième point, c'est que finalement, est-ce que c'est le coup d'un sort? Est-ce qu'on aboutit, on voit qu'il y a de plus en plus d'homicides dans le pays, on voit qu'il y a la volonté aussi de cette maman de se dire Enzo doit être le dernier et donc pour cela, il faut mettre fin à l'ultraviolence juvénile et donc toute une série de mesures qui viendront dans un deuxième temps. Allez,